Comment compléter le formulaire du contrôle de chambre? Engagement ou trésorerie, quels justificatifs doivent servir pour imputer tel chiffre ou tel chiffre dans telle cellule ou telle cellule? C'est l'objet de la vidéo du jour. Bonjour à tous, nous continuons notre série de vidéos sur le contrôle de chambre par le formulaire de contrôle de chambre. Il est important d'avoir à l'esprit un certain nombre de notions avant de pouvoir le compléter. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le premier encadré qu'il convient de compléter. Première question, sur quel document s'appuyer pour compléter ce tableau-là? Est-ce que c'est la comptabilité d'engagement ou est-ce que c'est la comptabilité de trésorerie? Eh bien écoutez, la réponse est simple, c'est la liasse fiscale, la comptabilité de trésorerie, donc qui doit vous permettre de compléter ce document-là. Pour le résultat de l'exercice, vous avez le résultat qui apparaît sur la liasse fiscale qui doit être imputé sur cette cellule-là. Idem pour le chiffre d'affaires, vous avez sur la 2035A, pour parler du feuillet de la liasse fiscale, 2035A, dans la cellule AD, vous avez le chiffre d'affaires qu'il convient de faire figurer sur cette cellule-là. Au niveau des encours de l'emprunt, là, peu importe que ce soit la comptabilité d'engagement ou de trésorerie, c'est le niveau d'emprunt de l'étude, pas des associés, pas des titulaires, le niveau d'emprunt de l'étude, l'encours qu'il reste à rembourser en fin d'exercice, c'est-à-dire au 31 décembre 2017. Ça apparaît par exemple sur la balance, le total des comptes 164. Ça peut être également dans le bilan au passif. Vous avez emprunt auprès d'établissements de crédit. Normalement, c'est ce montant-là. Si vous avez la plaquette des comptes annuels 2017 sous les yeux. Voilà pour ce premier onglet à compléter donc grâce à la liasse fiscale. Deuxième onglet, avec des chiffres qu'il convient de compléter juste après le tableau de trésorerie. Il s'intitule « Situation comptable au dernier jour de l'exercice ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le dernier jour de l'exercice, donc le 31 décembre 2017, en fin de journée, il faut avoir imprimé une balance générale des comptes, le tableau de bord et la première et dernière page de la balance dossier. Donc c'est des documents qui sont arrêtés au 31 décembre et qui sont imprimés le 31 décembre. Évidemment, c'est une comptabilité provisoire. Peu importe, c'est le besoin et le document nécessaire à cet endroit-là. Si c'est imprimé le 1er ou 2 janvier, c'est pas très grave. L'objectif essentiel étant d'avoir des documents qui n'aient pas été impactés par les nouveaux chiffres de l'année 2018 et dès l'instant où on a recommencé à travailler le 2 janvier, eh bien les chiffres sont impactés. Donc surtout, il faut prendre des documents d'avant cette date. Et à ce niveau-là, il suffit simplement de recopier les informations qui apparaissent dans ces documents-là, notamment dans le tableau de bord. On peut se servir du tableau de bord pour reprendre l'ensemble des informations et compléter cet onglet-là en s'assurant que la balance générale et que la balance dossier concordent au niveau des chiffres qui peuvent être communs. Attention, les colonnes rapprochement bancaire et solde de banque ne sont pas à compléter quand vous avez pu vous faire délivrer par votre expert comptable l'attestation. S'il n'y a pas d'attestation d'expert comptable, là, il conviendra de compléter ces documents-là. Troisième onglet avec des chiffres qu'il convient de compléter, c'est la situation comptable à la veille du contrôle. Donc, c'est le seul élément, c'est le seul onglet qui permet de contrôler des éléments de la comptabilité de l'exercice en cours, puisque tout le reste des onglets sont appuyés grâce à des justificatifs provenant de la comptabilité de l'exercice 2017. Là, on est sur l'exercice 2018. Si vous avez un contrôle qui se déroule le 15 septembre, eh bien, on prendra la date de la veille, la balance du 14 septembre, et avec la balance générale du 14 septembre et le tableau de bord du 14 septembre, on complétera cet onglet-là au niveau des informations qui sont demandées. On peut le compléter avec le tableau de bord ou la balance générale, peu importe. Le disponible en fin d'onglet doit correspondre avec ce qui apparaît dans le tableau de bord. Gestion de l'activité principale. Quand vous arrivez à ce moment-là, tous les éléments exprimés, tous les montants exprimés doivent provenir de la comptabilité d'engagement. Il vous est indiqué de compléter le total des produits. Il convient de totaliser l'ensemble des produits, donc l'ensemble des comptes qui se terminent par le chiffre 7. Et de retrancher les deux comptes qui ne doivent pas figurer, le compte 775 et le compte 778. Donc si vous avez une balance générale, total des comptes 7, moins le compte 775 et moins le compte 778. Attention, s'il y a des comptes débiteurs dans les comptes 7, normalement il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours quelques-uns, il convient pour avoir le solde de prendre le total du crédit moins le total du débit. Et puis ensuite, on fera moins le compte 775 s'il y en a un et moins le compte 778 s'il y en a un. Voilà pour le total des produits, donc ça provient de la balance
d'engagement, la comptabilité d'engagement. Pour le résultat de l'exercice, là encore, ça provient également de la balance d'engagement figurant sur la balance générale ou sur les comptes annuels édités en engagement. Attention, ce n'est pas souvent le cas. Parfois, on a des comptes qui sont édités en trésorerie. Ce ne sera pas ce résultat-là qui devra apparaître. Donc, vous l'avez compris, le chiffre d'affaires, le total des produits que vous allez mettre à cet endroit-là et le résultat que vous allez mettre à cet endroit-là, qui sont des éléments provenant de la compta d'engagement, seront par définition différents du chiffre d'affaires que vous aviez mis tout à l'heure sur le premier onglet et du résultat que vous avez mis tout à l'heure sur le premier onglet qui, eux, étaient ceux de l'alias fiscal. Voilà pour ces deux éléments, chiffre d'affaires et résultat. Pour le deuxième tableau qui est apparu l'année dernière et qui est reconduit cette année, la ventilation des produits de la classe 7 qui doivent se faire en monopole, hors monopole. Alors vous avez deux solutions. Soit vous disposez d'un logiciel qui vous permette de faire le distinguo de manière très précise et là vous complétez les premières colonnes en reprenant les montants de la balance pour la partie qui proviennent des activités énoncées. Soit vous n'avez pas ce niveau de précision grâce à votre logiciel et donc il convient de remplir les deux dernières colonnes en indiquant des informations de manière indicative. Donc vous pouvez rester large. L'objectif est d'avoir une estimation de ce qui provient du monopole et de ce qui provient de l'activité hors monopole. Onglet suivant, gestion de l'office. Vous avez sur le premier sous-onglet les titulaires un certain nombre d'informations qu'il convient de compléter. Le résultat de l'exercice précédent, il faut s'en assurer, doit avoir été affecté. C'est-à-dire que si vous avez une balance en engagement de l'exercice en cours, vous pouvez par exemple prendre la balance de la veille, celle qui a servi à compléter un des onglets qu'on vient d'aborder. Normalement, sur le compte 120, le solde doit être nul, c'est-à-dire que le résultat a bien été affecté en compte courant pour les SCP ou selon le procès verbal de l'Assemblée générale d'approbation des comptes pour les CELARM. Donc assurez-vous que le résultat de l'exercice précédent a bien été affecté, premier point. Et une fois qu'on s'est assuré de ça, il convient de vérifier que le total des sommes prélevées par les associés ne sont pas supérieures à la quote-part de chacun. Comment fait-on cette opération-là? Il y a une double opération, une double vérification à faire. Premièrement, on additionne l'ensemble des prélèvements qui ont été faits par les associés. Donc en général, ils sont tous comptabilisés dans les comptes 455 pour les SCP, dans les comptes 108 pour les études individuelles, fois 274 pour la caisse des prêts pour les études individuelles. Par contre, pour les SCP, on doit tout avoir en compte 455. Les CELARL sont moins concernés par ça, on y reviendra juste après. Qu'est-ce qu'il convient de faire? On fait le total de ces comptes 455 ou les comptes 108 et 274 et le total doit être au maximum égal au résultat fiscal, au résultat de trésorerie de l'exercice précédent. Donc surtout, ce n'est pas le résultat qui est juste au-dessus, puisque le résultat qui figure juste au-dessus de ce tableau-là, c'est un résultat en engagement. À ce niveau-là, le tableau est mal fait, ça peut effectivement prêter à confusion. Ce qu'il convient de vérifier donc, c'est que le total des comptes 455 n'est pas supérieur au résultat de l'exercice précédent. Une fois qu'on a fait cette vérification-là, on peut dire que le total des sommes prélevées est bien égal ou inférieur au résultat de l'exercice de l'année précédente. Mais quand on a fait ça, on n'a fait que la moitié du travail. L'autre moitié, c'est s'assurer que chacun des associés n'a pas prélevé plus que ce qu'il n'avait droit. Parce que parfois, on peut aboutir à des situations où l'associé numéro 1 prélève plus que son droit, mais l'associé numéro 2 prélève moins que son droit. Et quand on additionne les deux sommes de prélèvements qui proviennent de l'un et de l'autre, on arrive à des situations où c'est ce qu'on pense. Et donc, en global, on n'est pas en excès. Donc, il faut également vérifier que chacun des associés n'a pas. Comment fait-on? On prend l'alias fiscal sur la 3e page, sur cet onglet qui apparaît sous vos yeux. On a dans la première colonne la quote-part de chacun. Donc là, vous avez le droit de chacun à prélever sur l'exercice en cours. Et vous avez dans la balance des comptes, vous avez les comptes 455 qui normalement sont répertoriés associés par associé. Et donc là, il suffit de prendre un associé, prendre tous les comptes 455 qui le concernent, c'est-à-dire les prélèvements proprement dits qu'il a fait, mais également les cotisations à la caisse des prêts qui doivent être en 455 et qui sont considérés comme des prélèvements, le paiement de ces cotisations personnelles obligatoires qui doivent être également considérés comme des prélèvements, et enfin le prélèvement pour les cotisations facultatives, Madelin ou autres, qui sont analysés également comme des prélèvements. Le total de ces comptes-là pour un seul associé doit être au maximum égal à sa quote-part de résultat. Et là, on se retrouve dans une situation où effectivement, il n'a pas trop prélevé.
Un dernier mot pour le dernier tableau qui est apparu l'année dernière, qui était une innovation et qui est reconduit cette année, le recueil des données informatiques complémentaires. Alors là, la plupart des contrôles auxquels j'ai pu assister l'année dernière, soit ils n'étaient pas complétés, ou soit ils étaient complétés et pas vérifiés parce que c'était le flou dans la plupart des esprits de savoir quelles étaient les informations qu'il fallait faire figurer. Alors, on va les reprendre un par un et très rapidement. Le premier, total des sommes investies pour l'acquisition de votre office. Donc là, il s'agit simplement d'indiquer les sommes qui ont permis d'acquérir les parts ou l'office dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une étude individuelle, l'opération normalement est relativement simple. Vous avez payé l'étude un certain prix, c'est ce prix-là qu'il faut faire figurer le prix de l'époque. Si vous avez acquis 100 000 francs votre étude il y a 30 ans, on indique 100 000 francs. Quand on est dans des SCP, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Si on est dans une SCP ou même dans une Cénarl d'ailleurs, où le premier historique a acquis pour 100 000 francs son étude et puis 10 ans plus tard, il en a revendu un tiers pour 300 000 euros et puis 10 ans plus tard, il a revendu un autre tiers pour un troisième associé pour 500 000 euros, il faudra faire figurer les 100 000 francs de départ plus les 300 000 euros plus les 500 000 euros. Alors évidemment, on additionne des sommes qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres parce que c'est des valorisations faites à des moments différents et qui n'ont pas de sens quand on les additionne, mais c'est le besoin de l'information qu'il faut faire figurer sur cette cellule-là. La deuxième information, totale des autres sommes investies lors de l'installation. Là, c'est des éventuels investissements qui ont pu être faits, notamment en immobilisation, que l'on fait figurer. Pour le besoin en fonds de roulement, vous avez le détail du calcul qui vous est donné. C'est le besoin en fonds de roulement, c'est un calcul classique. Pour le nombre de prestations réalisées, là, c'est le nombre d'actes, tout simplement. Le nombre d'actes qu'il convient de faire figurer. Et enfin, montant des émoluments en contrepartie de ces prestations, c'est le chiffre d'affaires en face. Donc le chiffre d'affaires hors monopole et le nombre d'actes hors monopole qu'il faut faire figurer. Évidemment, pour le mettre, il faut avoir pu le préciser dans l'onglet précédent dont on a parlé. Voilà pour les informations et pour cette vidéo consacrée à la manière de remplir. Évidemment, on n'a pas pu tout aborder, mais on a abordé déjà pas mal de points. Je suis à votre disposition si vous avez des questions particulières. N'hésitez pas à me contacter soit en message privé ou soit en commentaire. Sinon, je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.